Salut les Wargamers, c'est Ivy de French War Games Studio, votre chaîne de rapport de data tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Leonidas Vesperini, cofondateur de Mythic Games, société éditrice de nombreux jeux de plateau à succès sur la plateforme Kickstarter, spécialisée dans les jeux de plateau à figurines. Tu es venu aujourd'hui nous présenter votre nouveau projet Six Siege, un jeu de plateau d'affrontement de 2 à 4 joueurs basé sur le jeu vidéo d'Ubisoft Rainbow Six. Avant de rentrer dans la présentation détaillée du produit, du jeu et même des figurines, là déjà on voit sur la boîte le logo Ubisoft. Est-ce que tu peux nous parler de ce partenariat? Eh bien effectivement, c'est la première fois qu'on travaille avec un aussi gros acteur du jeu vidéo. Ubisoft, c'est énorme, tout le monde connaît le jeu vidéo. Et le challenge, ça a été d'adapter le principe du jeu sur un jeu de plateau. Et donc c'est une adaptation et pas une retranscription exacte de tout ce qu'on peut faire dans le jeu vidéo. Alors déjà, Ubisoft, c'est énorme, c'est le plus gros partenaire qu'on ait jamais eu. Le jeu Rainbow Six est très connu mondialement. Et le défi, ça a été de faire une adaptation la plus fidèle possible et retranscrire les sensations que les joueurs de jeux vidéo ont eues, mais cette fois en jeu de plateau. C'est intéressant, tu as parlé de sensations. Or, quand on joue à un jeu vidéo, on est actif. Et des fois, justement, on va ressentir de l'adrénaline, des fois du stress. Qu'est-ce qui ressort justement de l'adaptation en jeu de plateau? Eh bien en fait, on est en tension permanente dans ce jeu. L'adversaire peut être en surveillance et donc il peut vous abattre à tout moment. Donc on fait attention à ses mouvements et va s'ajouter à ça le fait qu'on n'a pas tout son temps dans ce jeu. On est obligé de prendre des décisions rapides parce qu'on peut jouer avec un chronomètre. D'accord, et dans ce jeu d'affrontement, alors quels vont être les enjeux, le mécanisme de compo au sein justement de cette attaque-défense? Eh bien la première chose à faire, c'est déjà de choisir un scénario et une map. Cette map, elle va être tirée évidemment des maps emblématiques du jeu vidéo. Une fois qu'on a la map, on choisit un scénario. Il y en a 3 possibles. Il y a le scénario de contrôle de zone, de salle. Il y a le scénario de bombe, donc il faut désamorcer une bombe. Et il y a le scénario des otages, il faut aller sauver un otage. Une fois qu'on sait ça, à ce moment-là, les 2 joueurs vont composer leur équipe. Il y en a un qui va jouer les défenseurs, et donc il va faire une compo de 5 opérateurs défenseurs, spécifiquement pour ce scénario. Et il y en a un autre qui va jouer 5 attaquants pour ce scénario également, uniquement des attaquants. Les opérateurs que vous allez choisir, évidemment, sont directement tirés du jeu vidéo. Donc vous les avez tous, vous avez Mute, Sledge, IQ, Montagne, Doc. Tous les personnages que vous avez adorés, vous allez les retrouver fidèles dans le jeu de plateau. La particularité du jeu, c'est que, évidemment, chaque opérateur a une capacité spéciale, très utile. Et le but et l'intérêt du jeu, ça va être de choisir de faire des synergies dans votre équipe. Donc si vous en avez un qui est très spécialisé dans la protection avec des murs, comme par exemple Castle, vous en avez d'autres qui peuvent par exemple détecter les rythmes cardiaques de l'adversaire et donc le localiser, comme Pulse. Vous en avez d'autres comme IQ, chez les attaquants, qui peut localiser les gadgets électroniques et les éliminer, ou d'autres comme Sledge, avec son énorme marteau qui peut briser les murs et détruire même les gens. Oui, exactement. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que tu changes un opérateur dans ton équipe, ton gameplay change totalement. Et ça veut dire que la rejouabilité est énorme parce que comme on propose pas mal d'opérateurs, eh ben, il va falloir essayer de chaque fois composer la meilleure équipe possible. Alors c'est marrant parce que là tu parles de la retranscription des personnages du jeu vidéo au sein du jeu de plateau, mais on a aussi justement un plateau avec les maps qui sont la remodélisation fidèle de celle du jeu vidéo. Et déjà c'est assez intéressant parce qu'au niveau du jeu de plateau, on est sur un jeu en 2D bien sûr, mais vous avez amené justement de la 3D avec des accessoires, des billards, des tables, des décors en fait finalement qui apportent certaines règles. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les interactions qu'on va avoir entre les opérateurs et le plateau? C'est une très bonne question parce que dans le jeu vidéo, une des particularités, c'est qu'on peut tirer à travers certains murs. On peut casser des murs, on peut tirer à travers des murs, on peut voir des gens à travers des murs si on a les bons gadgets. Tout ça, c'est dans le jeu de plateau. Et les meubles, justement, c'est pas juste pour faire joli. Ils ont vraiment une utilité dans le jeu, ils s'offrent un couvert. Dès que tu es derrière un meuble, tu as un couvert léger. Là, on parle justement d'une map qui, elle, va être statique, puisque déjà imprimée. Et par contre, la disposition des décors, on a vu parfois des jeux qui étaient assez lourds en termes d'installation. Là, comment est-ce que vous avez fait justement aussi pour répondre à cette question sur la fluidité et la rapidité pour pouvoir jouer? Ben là, je suis très fier de ce qu'on a fait, parce qu'on a mis des marquages au sol qui permettent tout de suite de repérer quel type de décor tu mets. Et il n'y a pas besoin de faire correspondre la table de billard exactement à cet endroit et puis telle autre table avec un ordinateur à tel endroit. Il suffit juste que tu repères les décors qui prennent 2 cases, les décors qui prennent 1 case ou qui prennent 3 cases, tu les poses comme tu veux.
Ça n'a aucune importance, tu le fais à ta sauce, ce qui fait que l'installation est extrêmement rapide. Ici, on a une appétence certaine pour les figurines. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elles? Aussi bien justement sur leur volume, leur forme, enfin leur échelle, et aussi la difficulté d'adapter des modèles numériques en 3D, donc en physique. Alors on manquait vraiment pas de ressources grâce à Ubisoft qui nous a fourni énormément de choses, mais on a tenu à ce que ce soit nos sculpteurs qui, bien sûr, respectent les assets qui nous étaient donnés, mais qui fassent vraiment des figurines comme on les aime, exactement à la même échelle, c'est-à-dire 32 mm aux yeux, et que ce soit des figurines, ce soit pas juste une retranscription du jeu vidéo. Et au final, on a des vraies figurines à l'échelle que nous aimons et qui respectent ce qu'est vraiment le personnage dans le jeu vidéo. Une différence majeure déjà qu'on a entre les wargames et les board games, c'est souvent que les personnes qui vont recevoir leur jeu ont envie de pouvoir jouer directement. Vraiment, là ce qui est impressionnant dans ce jeu, c'est que quand on sort de la boîte, aussi bien les figurines que les petits décors qui sont juste à clipser justement en bois, on a directement une histoire qui est devant nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur les figurines, leur montage, comment est-ce qu'elles vont être quand on les sort de la boîte directement ? Elles seront directement assemblées, donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, on peut tout de suite jouer dès qu'on ouvre la boîte. Elles seront orange, évidemment, pour les défenseurs, bleu pour les attaquants, et on a même pensé à quelque chose pour ceux qui auraient du mal à reconnaître différents mecs en treillis. On a proposé des sous-socles avec le nom du personnage, ce qui permet de les reconnaître facilement lors des premières parties. Au bout d'un moment, on est habitué, on n'aura plus besoin de ça. Là, on a parlé des figurines pour parler aussi justement des décors. Tu as parlé tout à l'heure de gabarit pour l'installation où finalement ça va juste être des formes et on prend un petit peu de n'importe lequel. Après, si on veut, on peut avoir une forme de cohérence par rapport à la map. Mais pareil, là, est-ce que vous prévoyez autre chose? Par exemple, je sais pas, des figurines aussi pour représenter un billard? Ou non, ça sera carton uniquement? Alors, ce qu'on voulait en fait, c'est que la boîte de base nécessite le moins de travail possible de la part de celui qui le reçoit. C'est pour ça qu'on a prévu ces décors en carton qu'on assemble une première fois, puis après on n'a plus besoin de les assembler, on les range directement assemblés dans la boîte. Ils sont en couleur, ils sont imprimés, c'est très joli, mais on sait qu'il y a aussi des modélistes. Et donc on va proposer pendant le Kickstarter un pack de mobilier 3D en plastique avec des formes sophistiquées que les gens pourront peindre et ça sera encore plus beau. Avant de passer sur la table de jeu pour que tu nous montres à balles réelles ce qu'est le jeu, tu as parlé du fait que c'était un Kickstarter. La campagne va donc courir du 22 juin au 2 juillet. Qu'est-ce que tu peux nous parler justement de la cible aussi du consommateur, c'est-à-dire le prix de la boîte? Qu'est-ce qu'on va retrouver pendant cette campagne? Alors la boîte de base, elle va être à 69 $, c'est-à-dire un peu plus de 50 €. Elle va comprendre 20 opérateurs, 10 opérateurs attaquants, 10 opérateurs défenseurs. Elle va comprendre 2 maps, une map recto verso, elles sont assez imposantes. Il y aura celle du consulat d'Abidjan et il y aura le clubhouse. Elle va comporter plein de décors en carton à assembler. Elle va comprendre des dés, des jetons de caméra, des jetons de barricades, tout ce qu'il y a dans le jeu, des jetons de murs détruits aussi. Hein. On va aussi proposer 2 all-in. Un all-in gameplay, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont intéressés que par le jeu pur, qui ne cherchent pas des petits accessoires amusants, mais dans l'esprit quand même. Donc le all-in gameplay, il sera à moins de 200 $, 199 $. Et on va avoir un deuxième all-in aux environs de 260 $ qui lui comprendra plus d'accessoires cosmétiques, genre un viseur laser qui permet de mesurer les lignes de vue, tout ça brandé Six Siege. Là, on parle d'un produit de base à 69 $. Qu'est-ce qui amène justement le all-in? Quels sont les add-ons? Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur la campagne? Eh bien, en fait, on s'est calqué sur les sorties d'Ubisoft. Chaque année, Ubisoft a sorti environ 8 nouveaux opérateurs. Et donc, on a fait des extensions qui reprennent ce principe. Donc, on va avoir une extension qui va sortir les opérateurs de l'année 1, une extension qui va sortir les opérateurs de l'année 2. Il y en a eu 5, hein. Donc à chaque fois, il y a 8 opérateurs, 4 attaquants, 4 défenseurs. Il va y avoir cette fameuse extension de décors, avec les décors plastiques, qui ne se trouvera pas dans le all-in gameplay, mais dans le all-in complet. Et puis surtout, il va y avoir l'animation de campagne avec une grosse méga surprise, qui sont les skins. Alors attends, c'est marrant parce que les skins en général dans Rainbow Six, ce sont justement des options cosmétiques qu'on achète en dollars ou en euros sur le store. Or là, vous allez migrer ça dans le jeu de plateau. Exactement, et on va faire en sorte que ce soit intéressant pour les joueurs du jeu de plateau et pour les joueurs du jeu vidéo. Développe. Alors je développe. En fait, pendant la campagne, on va faire une animation où les backers vont pouvoir faire des battles de skins. Donc, par exemple, pour l'extension de l'année 1, on va prendre 2 opérateurs de cette extension, on va les proposer avec des skins, sûrement Mythic Games, mais hyper classe, et les gens vont choisir entre 2 skins possibles. Celui qui sera élu, donc ils vont voter pendant 24 heures, celui qui sera élu, il sera rajouté dans la boîte. Donc il y aura une figurine
alternative avec un autre skin. Elle sera d'ailleurs plus facile à reconnaître parce qu'elle sera pas forcément dans des treillis tout à fait comme les autres. Hein. Elle aura un gameplay différent également. Et surtout, elle sortira dans le jeu vidéo pour ceux qui auront acheté cette extension. Je suis perturbé parce que, attends, en gros, c'est vraiment une collab avec Ubisoft, en fait, finalement. Parce que, pour le coup, Ubisoft va prendre les modèles Mythic Games du jeu de plateau, les modéliser et ils seront disponibles dans le jeu vidéo gratuitement pour les backers. Exactement. Non, c'est intéressant parce que certains skins sont vendus aux alentours de 60 à 70 $. Et c'est ouf. Mais oui. Il n'y avait plus de journalistes. Non, mais c'est ouf de se dire ça, que même Ubisoft va justement les greffer au sein du jeu vidéo. Quoi. Alors là, je suis tout excité parce que la passerelle entre le jeu vidéo et justement le jeu de plateau, avec en plus la collab entre Mythic Games et Ubisoft, c'est assez intéressant. Pour ceux qui connaissent pas l'univers finalement de Tom Clancy, est-ce que tu peux nous l'introduire ? Alors Tom Clancy, c'est un romancier américain dont la particularité, c'est d'avoir fait dans les années 90 des romans qui remettent au goût du jour la guerre froide. Et en ce moment, d'ailleurs, sur Amazon, il y a actuellement un film qui s'appelle Sans aucun remords, Without Remorse en anglais, et qui raconte l'histoire de John Kelly, qui s'avère être le fondateur du Rainbow Six. Donc on va voir cette histoire actuellement, on peut le voir, qui raconte l'histoire de celui qui a fondé le Rainbow Six. Le Rainbow Six, c'est une organisation anticriminelle qui va réunir des forces spéciales des différents pays, SWAT, GIGN, SAS, et d'autres, hein, et qui va les entraîner justement pour contrer les attaques terroristes. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a intégré également un autre personnage emblématique des romans de Tom Clancy, c'est-à-dire Sam Fisher, alias Agent Zero, c'est-à-dire le personnage de Splinter Cell. Et c'est ça qui est rigolo. Moi, j'ai découvert la licence Tom Clancy quand j'étais jeune sur Xbox 1 avec ce jeu vidéo. Incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, je profite du fait que tu connais bien l'univers. C'est quoi Six ? Six, c'est le nom du personnage qui dirige tout ça. Un petit peu comme M dans James Bond, tu vois. Donc Six, c'est pas tout le temps le même. Le Six actuel s'appelle Harry Pandey et c'est lui qui a conçu ce qu'on appelle le programme, c'est-à-dire cet entraînement où tu n'as que des attaquants, que des défenseurs qui s'entraînent pour être préparés le jour où il y en aura besoin. Avant de passer sur la table de jeu sur laquelle on va voir justement les figurines, les mécanismes de jeu et ainsi de suite, aujourd'hui, vous en êtes où au niveau de la conception du jeu ? Eh bien, je peux dire qu'on est vraiment très avancé. Je sais que je l'ai souvent dit, mais je crois qu'on n'a jamais autant travaillé sur un jeu que sur celui-ci, aussi longtemps à l'avance en tout cas. Parce que ce jeu-là a été conçu par un game designer qui s'appelle Carlos Gomez Quintana, qui est espagnol. Il a travaillé 2 ans sur ce projet. Nous l'avons récupéré à ce moment-là en négociant avec Ubisoft et nous avons mis 2 game developers qui derrière ont passé 18 mois à ne faire que ça. Du matin au soir, ils ont testé les scénarios. Et aujourd'hui, on arrive avec un produit qui est fini, quasi fini, on va dire, et donc il y aura peu de dettes de travail après le Kickstarter. Et donc il n'y aura quasiment pas de modifications à faire après le Kickstarter. On se retrouve les Wargamers cette fois-ci devant la table de jeu. On est sur un scénario avec une bombe à désamorcer ou à faire péter, quelque part. Et ici, l'initialisation du plateau a déjà été faite. Il a été fait en plusieurs étapes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a choisi le scénario. Ensuite, on a choisi notre compo par rapport à ça. Et là, déjà, par rapport aussi à ce qu'on a vu tout à l'heure, on voit des décors, donc des espèces de meubles. Et comme l'expliquait Léo tout à l'heure, on va avoir des gabarits qui font que, par exemple, là, on doit mettre un décor qui fait 1-2 cases. Il y a donc 2 carrés à l'intérieur de la case. On a pris tout simplement un décor qui faisait 2 cases. Rien ne nous empêche, si on veut, de le changer. On aurait pu mettre la table en bois de la cuisine directement ici, ou alors le petit billard qu'il y avait dans cette pièce-là. Pour ceux qui ont reconnu, on est ici au niveau du consulat d'Abidjan, que les joueurs, pour le coup, connaissent, puisque là, c'est fidèlement, on va dire, retranscrit directement en 2D. Abidjan, capitale de Côte d'Ivoire. Tu l'avais ou pas? Une fois donc qu'on avait justement choisi nos personnages, on a ensuite pu s'installer. C'est le joueur qui joue justement le défenseur, le terroriste qui commence. Et ensuite, j'ai pu placer justement ce qu'on appelle dans le jargon des blips, c'est-à-dire des petits tokens qui représentent justement un opérateur. Ici, en l'occurrence, on va en avoir 2 par opérateur pour justement pouvoir feinter aussi l'attaquant. Et ceux-ci seront révélés comme vrais ou faux, c'est-à-dire comme étant des leurs ou pas. Soit justement si quelqu'un passe devant, soit si Léo va décider de scanner avec certains de ses outils justement une pièce. Et ici, on remarque par rapport à tout à l'heure beaucoup plus de micro-tokens, à savoir des caméras qui ont un angle, c'est-à-dire que là, c'est juste le token caméra, mais on voit que justement, ils vont avoir un axe pour regarder. Ensuite, on va voir plein de petites barricades. Celles-ci ont une couleur et ce qui est aussi
aussi intéressant, c'est qu'on commence à voir justement aussi l'importance de sa compo au niveau des opérateurs, puisque faut savoir que quand on joue notamment Castle, on va avoir la capacité de transformer des barricades, mais cette fois-ci en orange, et on verra que celles-ci sont beaucoup plus compliquées à fracasser. J'ai parlé du scénario justement d'une bombe, en tout cas, soit à faire péter, soit à désamorcer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce scénario, quels sont les enjeux? Et aussi, on voit sur le plateau qu'on a un certain nombre de tours et au-delà du 5, un petit tour supplémentaire. Alors moi, je joue les attaquants. Mon but, ça va être de désamorcer l'une de ces deux bombes qui sont reliées. Dès que j'en désamorce une, on retire tout de suite la deuxième bombe. Mais toi, ton but, ça va être de la maintenir amorcée ou de la réamorcer avant la fin du temps réglementaire. Alors, ce temps réglementaire, c'est 5 rounds. Donc, au bout de 5 rounds, si moi, je n'ai pas réussi à désamorcer la bombe, automatiquement, le défenseur a gagné. Si, en revanche, j'arrive avant le 5e tour à désamorcer une des deux bombes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on retire l'autre bombe et on place à ce moment-là immédiatement le marqueur de round sur le round supplémentaire. Et là, ça veut dire qu'il y aura un round pour décider de la partie. Soit j'arrive à être désamorcé avant la fin de ce round supplémentaire, soit tu arrives à le réamorcer et ça désigne le vainqueur. Comme je disais tout à l'heure, au niveau justement de la cinématique de début de partie, moi j'ai pu placer justement les défenseurs. Toi, qu'en est-il alors justement des attaquants? Puisque là, pour le coup, toi, tu as réellement mis tes figurines. Eh bien, c'est simple. Toi, tu avais 15 minutes pour faire ton déploiement. Donc, normalement, c'est chronométré, c'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à placer toutes tes défenses comme bon te semble. Et moi, je n'ai que 5 minutes pour me déployer par rapport à ce que je vois sur le plateau. Donc je ne sais pas où tu es exactement, je sais qu'il y a des leurres, je sais qu'il y a des vrais opérateurs sous ces jetons cachés, et je me suis déployé, et une fois que c'est fait, on est prêt à partir. Yes, à savoir aussi que pour l'ordre d'initiative, c'est systématiquement l'attaquant qui va justement pouvoir commencer le tour. Avant le début de la partie, je vais quand même expliquer un petit peu ce qu'on a sur la table en termes aussi de tokens. On retrouve bien évidemment une fiche par opérateur. Moi, j'ai mes figurines, puisque ceux-ci remplaceront les blips. On va avoir ici le token d'activation qu'on va tout simplement retourner une fois qu'on aura choisi de l'activer. On va aussi avoir des tokens de surveillance qui vont me permettre tout simplement, à partir du moment où je vais par exemple dans les étages ou ainsi de suite, de pouvoir surveiller, on va dire un champ de vision, une case. Et ici, on va aussi retrouver justement mon inventaire tactique. Le défenseur a toujours 5 gadgets que j'ai pu justement répartir ici. En l'occurrence, on va retrouver les caméras blindées. J'en ai déjà placé 2, une ici et une justement là-bas. Celle-là, c'est tout simplement pour regarder la partie des billards parce que je trouvais ça assez cool. Et tout simplement, je vais les retirer. Il m'en restera 3 pour le reste de la partie. Les caméras me permettent tout simplement de justement pouvoir voir et marquer ainsi les personnes qui sont justement dans l'angle de cette caméra-là. On verra tout à l'heure justement ce que ça va faire. On va ensuite avoir des cellules nitro qui sont ni plus ni moins que des grenades entre guillemets que je vais balancer. Et je vais pouvoir justement désigner une case dans un rayon de 6 de la personne qui va la lancer et ça fera des dégâts. Et ensuite, je vais avoir une grenade à percussion qui va me permettre tout simplement de pouvoir péter soit les murs, soit d'autres gadgets, mais cette fois-ci de l'attaquant. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand on commence à regarder ici, on voit notamment les cases des damages, des dégâts. Or, on va les retrouver ici, justement sur les cartes des opérateurs. C'est très simple, on va avoir une notion de portée. Ici, en l'occurrence, si jamais je décide de tirer sur quelqu'un qui est dans 1 à 3 cases, alors je ferai 1 dé jaune, 1 dé orange et 2 dés rouges. Si celui-ci est à 4 à 6 cases, je ferai 2 dés orange, 2 dés rouges. Et s'il est à 7 cases ou plus, alors ça sera tout simplement 2 dés orange. Et ici, on voit des petits éclairs qui sont les dégâts qui sont tout simplement absorbés si jamais la cible est à couvert. Ici, de ce côté-là, j'ai aussi un petit blitz pour Smoke et un petit blitz pour Pulse, à savoir qu'ils sont en surveillance. J'ai ici des tokens de points de vie tout simplement. Et j'ai aussi ces petits marqueurs que je vais pouvoir mettre justement devant les socles qui représentent justement ce qu'on va appeler l'Overwatch, c'est-à-dire tout simplement la surveillance active dans un angle. Ce qui va me permettre, si un ennemi passe devant, de tout simplement de façon passive, de lui tirer dessus. En l'occurrence, ça fait partie aussi du scénario, c'est qu'au début de la partie, quasiment l'intégralité des opérateurs sont justement avec ce statut d'Overwatch. Ensuite, on retrouve les fameux dés qui vont représenter les dégâts, à savoir que chaque couleur, on va dire, a une forme de létalité qui est différente. Ça se traduit aussi par le fait que statistiquement, ça touche tout simplement pas de la même manière. On va avoir ici des petits marqueurs qui représentent tout simplement les murs qui auraient été pétés. Ensuite, on va retrouver aussi des petits tokens qui sont faits justement pour s'adapter sur la table de jeu qu'on pourra mettre tout simplement justement au niveau des cases et qui rendent justement certaines parties complètement occultantes et qui justement ne permettent pas d'être vues à travers. Sauf si bien évidemment on est marqué, mais ça à la limite j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui nous amène aussi à un autre point, c'est que là par exemple, on va avoir des grenades qui vont être toxiques puisque ça,
c'est une des capacités notamment d'un de mes opérateurs, à savoir Smoke. Et on le voit, lui aussi au niveau de son inventaire, mais cette fois-ci personnel, il va avoir 2 petits marqueurs pour représenter justement ces 2 grenades. Par rapport aussi au fait que, comme on le disait tout à l'heure, chaque opérateur est un petit peu unique et va avoir des capacités qui lui sont propres. Ce qui fait justement la richesse aussi du jeu, c'est le fait de fabriquer sa compo. On les découvrira tout simplement au moment de la partie. Ensuite, on va retrouver aussi 2 espèces de réglettes pour les champs de vision. Est-ce que tu peux nous parler de ce système? Parce que pour le coup, ça paraît très simple de voir si on est visible ou pas, mais il y a une particularité au niveau du jeu. Oui, il y a une particularité, c'est que contrairement à d'autres jeux avec des lignes de vue, on ne passe pas son temps à vérifier qu'on a les lignes de vue ou pas. C'est un commun accord entre les 2 joueurs. Il y a celui qui cherche à faire un tir, qui va dire « j'ai la ligne de vue et je pense que tu as une couverture légère ». On ne vérifie pas, et si son adversaire pense qu'il a tort, là on interrompt le timer, parce qu'on peut jouer avec un chronomètre, et on vérifie. Et si on s'est trompé, celui qui s'est trompé va recevoir une pénalité. Que ce soit parce qu'il était bon ou parce qu'il était mauvais finalement. Exactement. Donc, en réalité, on l'utilise très rarement cette réglette. Elle est vraiment là pour départager les points litigieux. Eh bien, on va pouvoir commencer la partie. Il faut savoir que c'est toujours l'attaquant qui commence un round, donc on passe au premier round. Et dans un round, il y a 2 phases d'activation. Il va y avoir la première phase d'activation de l'attaquant, puis la première phase d'activation du défenseur, puis la deuxième phase d'activation de l'attaquant, et j'imagine après la deuxième phase d'activation du défenseur. Je sais jouer. Je sais jouer. Parfait. Game designer. Game designer de père en fils. Alors, lors d'une phase d'activation, on active de 1 à 3 opérateurs. On choisit de le faire et ensuite on s'arrête et c'est à l'autre de jouer. Quand on connaît bien le jeu, on joue avec un chronomètre. Il y aura une application qui sera fournie gratuitement qui permet justement de faire ce décompte. On interrompt ce chronomètre dès qu'il y a un lancer de dés ou une contestation ou une vérification de règles et ensuite on le reprend. C'est très simple. La réflexion. C'est vraiment voilà. Et d'une manière générale, normalement c'est 1 minute par opérateur. Donc si tu perds un opérateur, tu perds 1 minute de jeu. Exactement. Je commence à transpirer, Léo. Ce qui fait chaud, mais c'est possible parce que ton jeu est stressant. Et quand on joue avec le chronomètre, eh bien, les sensations sont décuplées parce qu'on doit jouer vite, on fait des erreurs et c'est très punitif quand on fait des erreurs dans ce jeu. Je vais donc commencer mon activation. Je pense que je vais activer IQ pour commencer. Je vais juste définir ce que c'est qu'une activation. Dans une activation, pour un opérateur, on va le faire se déplacer de 5 cases. N'importe quel opérateur se déplace de 5 cases et on peut fractionner ce déplacement, c'est-à-dire je me déplace un peu, je fais une action, je continue mon déplacement, je refais une action et je termine mon déplacement. En plus de ce déplacement que tout le monde a, on n'est pas obligé d'ailleurs d'aller jusqu'au bout de son déplacement, on peut s'arrêter à tout moment, on a droit à 2 actions qui sont forcément 2 actions différentes. Les différentes actions possibles sont au nombre de 6. Il y a tirer, courir, se mettre en surveillance, détruire, activer un gadget personnel et enfin activer un gadget de son inventaire tactique. Alors, je vais commencer par activer IQ. Comme je l'active, je retire immédiatement son jeton de surveillance. Ensuite, elle va commencer son déplacement. Elle va faire un déplacement de 1. Je m'interromps, je sais que je pourrais reprendre, et je vais faire ma première action qui va être une action de détruire. Elle va détruire la barricade. Elle a un niveau de destruction de jaune, la barricade aussi. Donc, je peux retirer la barricade. Comme c'est une fenêtre, je ne place pas de gabarit de brèche, puisqu'on n'en place pas pour les fenêtres. À présent, elle va traverser cette brèche. Alors, vous voyez qu'il y a un petit point d'exclamation qui signifie que ça prend 1 point de plus pour traverser cet endroit. Donc, elle va se déplacer en diagonale, parce qu'on peut se déplacer en diagonale, et ça va donc lui coûter 2 points. Elle avait fait 1, 2, 3. Ensuite, elle va se déplacer. Alors, il n'y a rien dans cette case, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien à faire, donc elle ne risque rien. Elle va faire son 4e déplacement ici, et ça c'est un accès vers l'étage, et pour son 5e point, elle va aller à l'étage, et donc je la mets ici. On voit qu'il y a 2 emplacements possibles à l'étage, c'est-à-dire que je peux avoir au maximum 2 opérateurs à l'étage. À présent qu'elle est maintenant à l'étage, je vais faire sa 2e action, sa 2e et dernière action, et je vais utiliser une de ses capacités spéciales, et notamment son action qu'elle peut faire à l'étage pour remettre un gadget électronique situé dans une pièce à action verticale, c'est-à-dire avec cette petite flèche ici. Donc là, il se trouve qu'il y a une caméra ici, je peux directement la retirer grâce à son détecteur électronique de spectre. Hop, 2e action, elle retire la caméra. Je vois plus rien. Comment on fait? Comment on fait? Petite précision par rapport à l'étage. Maintenant qu'elle est à l'étage, ça veut dire qu'au prochain tour, parce qu'on ne peut pas monter à l'étage et redescendre dans le même tour, mais au prochain tour, elle pourra redescendre par n'importe quelle case d'accès, c'est-à-dire les bleus qui sont réservés uniquement aux attaquants, ou alors les grises qui peuvent fonctionner pour l'attaquant ou pour le défenseur. Par exemple celle-ci, voilà. Ou celle-ci.
IQ a terminé son activation. Je vais à présent activer Sledge, qu'on voit ici. Donc je retourne son jeton d'activation ici. Et Sledge, ce qu'il va faire, il va se déplacer ici de une case. Il va se pencher. Alors, je vais montrer un petit peu. Les joueurs de jeux vidéo connaissent bien l'action de se pencher dans le jeu vidéo. Donc, il va se pencher parce qu'il va faire quelque chose, vous allez voir, et il veut quand même être un peu protégé. L'avantage de se pencher, c'est qu'on bénéficie d'une protection, notamment souvent d'une protection d'un mur lourd. Donc, quand on se penche, on se met sur la case sur laquelle on veut se pencher, donc ici, et on met le jeton penché qui correspond au reste du corps. Ça, c'est plutôt la tête, ça, c'est plutôt le corps. Quand on est penché... Je vais dire autre chose. Quand on est penché, en fait, on occupe deux cases simultanément. Voilà, il est à la fois ici et à la fois ici. Et si l'attaquant l'attaque sur une de ces deux cases et que l'une est protégée, il bénéficie de la couverture. Donc là, il s'est penché, donc ça lui coûte un mouvement. Donc il avait fait 1, 2 pour se pencher. Et de là, il va faire une action de détruire, puisqu'elle peut se faire à distance, sur cette barricade. Pourquoi il se penche? Parce que derrière, on voit qu'il y a Pulse, peut-être, sauf si c'est un leurre, je ne sais pas ce que tu as mis, qui est là, lui aussi penché, et qui est en plus en surveillance. Donc quand on va retirer la barricade, Sledge va se retrouver en ligne de vue de Pulse, et donc Pulse va lui tirer dessus. Et je préfère être penché derrière un gros mur quand tu me tires dessus que tout seul face à toi. D'accord, donc déjà, on est d'accord que Sledge, lui, il a justement la capacité de détruire jaune, oui, pour justement pouvoir péter une porte. Tous les opérateurs ont au minimum une capacité de destruction jaune et certains ont une capacité de destruction orange dans leur profil de base. Et après, pour détruire du rouge, il faut des gadgets spéciaux, il faut de l'équipement qui te permet de casser du rouge. Donc, il a fait 2 déplacements. Maintenant, il va faire sa première action destruction et il va détruire cette barricade. Voilà, il a détruit la barricade. Ce n'est pas sur un mur, donc on ne remplace pas par une brèche. Et là, maintenant, Pulse est en ligne de vue. Tu es obligé de le révéler. Et non. Oh, c'était un leurre. Donc je ne me prends pas, la bonne nouvelle c'est que je ne me prends pas un tir. Donc on peut retirer ce jeton-là et forcément on va dévoiler l'autre... emplacement de Pulse qui lui aussi voilà. justement Alors, était à l'étage. vérifions, ouais c'est bien lui. Et là tu le remplaces par sa figurine. Voilà. Eh bien j'ai terminé l'activation de Sledge. Donc pour me redresser ça va me coûter 1 point de mouvement. Donc j'en suis à 3. Et comme on l'a vu, pour traverser une brèche ça me coûte 1 point de plus. 4-5, il a terminé son déplacement, il lui reste une action. Et donc, je vais le mettre en surveillance. Voilà, pour éviter D'accord. tout danger. La surveillance, ça veut dire en gros que si jamais une figurine ennemie passe par justement cette ligne-là, alors tu pourras lui tirer dessus pour chacun de ses mouvements ou alors pour chacune de ses actions. Sur cette première phase d'activation, en fait, je ne comptais n'activer que 2 opérateurs, mais je viens de me rendre compte que Pulse est à l'étage, puisqu'on vient de voir que ce n'était qu'un leurre qui était devant la barricade, et ça veut dire que je cours le risque, si je lui donne la main, que Pulse descende de l'étage par ici. Il arrive dans une zone qui n'est pas couverte par ma surveillance et il me tire dessus. Donc c'est beaucoup trop dangereux. Donc il faut absolument que j'aille couvrir cette case d'accès. Et je vais donc activer un 3e opérateur pour cela. Yes, on rappelle que par phase d'activation, on peut choisir de 1 à 3 opérateurs. Je vais donc activer un 3e opérateur et j'ai choisi Termite ou Thermite. Termite, c'est bien. Termite, c'est bien. Bon, alors Termite. Et je vais essayer d'utiliser ces 2 actions de manière intelligente. Donc, je l'active, je retire son jeton de surveillance. Je vais faire un déplacement. Je vais utiliser une de ses capacités spéciales qui est ses charges exothermiques. Donc, j'en retire une. Charge exothermique, je peux la placer sur une case adjacente. Et tout ce qui est dans un rayon de 9 cases, enfin d'une case adjacente autour, est détruit jusqu'au niveau rouge. Donc, ça, c'est détruit. Et le barbelé également est détruit. Ça veut dire que voilà, je ne serai plus gêné par ce barbelé qui interrompt l'activation d'un opérateur. Donc j'ai fait une case, ma première action, je vais retourner de l'autre côté, 2, 3, 4, 5, je monte à l'étage, et pour ma 2e et dernière action, je vais placer un jeton de surveillance d'accès ici pour protéger Termite lors de ton activation à toi. Yes, donc faut imaginer que le mec est parti dans des conduits, dans des souterrains, ainsi de suite, et en fait justement a pu voyager, arriver ici, et ce petit token en fait a la même signification que la surveillance, si ce n'est que il faut que une de mes figurines à moi, de mes opérateurs à moi, passe sur la case pour se faire tirer dessus directement depuis le tunnel. Léo vient de terminer sa première activation en choisissant d'activer donc 3 opérateurs, c'est à moi de faire de même, donc toujours de 1 à 3 opérateurs. Ici on va pas vous montrer une partie complète, on va donc faire une petite pause et vous montrer une autre mise en situation.
On se retrouve dans un nouveau code concret. Là, on émule le fait que maintenant, on est au 3e tour justement de la partie. Léo a déjà activé sur sa première activation justement 3 de ses opérateurs. Il lui en reste 2. Moi, c'est ma première activation, puisqu'on rappelle que c'est toujours l'attaquant qui a l'initiative. Et on voit déjà que la petite hache ici a été justement marquée avec un petit token rouge, tout simplement par la caméra. Et une figurine marquée peut se faire tirer dessus à travers les murs, puisqu'il faut comprendre que l'intégralité de l'équipe communique et donc a sa localisation. Ici, au niveau des enjeux, on voit qu'elle a apporté de la bombe, donc il va falloir que je m'en occupe assez vite. Or, ici, j'ai 2 opérateurs qui sont là, Smoke et Castle, sauf que le problème, c'est que déjà, elle est loin. Elle est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. Et que Castle, notamment, à 7 cases, il est à portée longue. Et donc, il va faire uniquement 2 jaunes, qui sont quand même des dés qui sont pas ouf, et un rouge. Là, j'aimerais me rapprocher ne serait-ce que d'une case, puisqu'encore une fois, sur un mouvement, je peux le fragmenter, c'est-à-dire bouger de 1, faire 1, 2 actions et continuer de courir. Le problème, c'est que si je me rapproche pour être à portée intermédiaire, on a ici la petite IQ qui est justement en surveillance dans cet axe-là. Ça veut dire que si je m'avance une fois, elle va pouvoir me tirer dessus. Et quand on est en surveillance et à portée justement d'un ennemi, on va lui tirer dessus à chacun de ses mouvements et à chacune de ses actions. Donc là, si jamais je me mets ici, je serai adjacent à un décor et donc ça va me donner plus de tanking. Et c'est tout simplement ce que je vais faire. Et je pense donc que ici, Castle va se mettre ici, va accepter de prendre un tir de IQ, j'espère le tanker là et tout simplement derrière, lui tirer dessus. C'est un pari un petit peu risqué puisque, on va le faire maintenant. Tout simplement, je vais, déjà comme je l'active, Castle, je retire ici son token de surveillance. Je fais mon premier mouvement, donc de une case. Là, paf, comme ça, paf, réaction, IQ va me tirer dessus. Alors, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc, à 5 cases, IQ tire un jaune et 2 rouges. Mais comme tu bénéficies d'une protection parce que tu es adjacent à un obstacle et ma ligne de vue passe par cet obstacle. Donc, tu bénéficies d'une couverture légère. Donc, on retirera 2 à mon résultat. Ce que j'espère, c'est éliminer d'un coup. Il a combien de points de vie, ce cher Castle? Castle, lui, on regarde ici, il va avoir tout simplement 5 points de vie. Oh là là, donc il faut que je fasse 7. Si je fais pas 7, tu survis. 1, 2, 3, 4. Aïe! 4 moins 2, ça fait 2. Tu te prends donc 2 blessures. Yes, et il me restera donc 3 points de vie. Ici, j'ai mis mes tokens, il me restera donc 3 points de vie. Et ma première action va être de répliquer et de tirer dans IQ. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5 cases. Ça veut dire que ici, je vais utiliser de 4 à 6 cases, un jaune et 2 rouges. Et moi, je n'ai pas de protection parce que même si ton tir passe par un obstacle, je ne suis pas adjacent à cet obstacle. Donc, je ne bénéficie d'aucune protection. Ici, c'est assez rigolo parce que, pour le coup, je vais faire une action. Ça fait que si jamais je ne le sèche pas, comme j'ai fait une action, il va avoir une réaction. Donc, me retirer dessus potentiellement. C'est la seule façon de faire des actions, on va dire, en boucle, puisque on rappelle que chacune des 2 actions est unique. Et je n'ai que 4 points de vie. C'est parti. Et ça fait 4. Et IQ va retourner avec les ordinateurs. Aïe, 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 aïe. Donc il retire son opérateur. Si on jouait en timé, ça veut dire chronométré, il perdrait 1 minute d'activation, ce qui est énorme. Sur tous mes prochains tours. Ouais, donc ça serait pas mal. Ensuite, je reprends toujours l'activation de Castle. Je vais faire un mouvement supplémentaire. Je ne vais donc pas utiliser l'intégralité de mon mouvement. Et je vais tout simplement passer en surveillance, lui mettre un token dans cet arc-là, pour se dire qu'au moins, de la même manière, si toi tu décides de te mettre ici, je pourrais te tirer dessus. L'activation de Castle étant terminée, je vais tout simplement, retirer ce token activation. Ensuite, je vais choisir d'activer le petit smoke ici. Comme je l'active, je retire justement ce token de surveillance. Je vais faire 1, 2, 3. Il me restera donc 2 de mouvement. Et je vais décider de te tirer dessus à travers ce petit mur. Je suis à 1, 2, 3 cases. On voit ici que de 1 à 3 cases, je vais utiliser un jaune, un orange et 2 rouges, mais qu'il y a un petit éclair sur le jaune, et comme on en parlait tout à l'heure, ça veut dire en gros qu'en cas de couvert, je ne ferai pas ce tir. Je vais donc tirer avec un orange, 2 rouges. C'est parti, t'as combien de points de vie? 4 seulement. Et 3, 4, 5, 6, moins 2, puisque j'ai un couvert légère. Yes. Ça fait 4, ça suffit pour éliminer. Est-ce que ça veut dire que tu vas faire un... comme ça un peu. On l'aura pas en fait. Non, je suis trop dégoûté. Et derrière, il va me rester tout simplement 2 de mouvement. Je vais donc faire 1, 2. Et avec ma deuxième action, je vais faire une surveillance dans cet axe-là pour m'assurer que, justement, si quelqu'un décide de rentrer, je puisse le shooter. Ici, ça sonne la fin de mon activation.
Encore une fois, en temps normal, on est censé faire sa phase d'activation ou un actif de 1 à 3 opérateurs et donner la main justement à son adversaire. Mais là, on va se retrouver dans un nouveau cas pratique. Alors, on est un peu plus loin dans la partie et donc on est dans une autre situation. Et là, on est au tour 5 et c'est à moi de jouer. Et j'ai réussi un peu à me rapprocher de cette bombe. Il a beaucoup défendu, il y a eu d'autres morts, mais cette fois-ci, j'ai peut-être la possibilité, enfin, en tout cas je l'espère, de désamorcer la bombe. Alors là, on voit que Smoke est en surveillance et donc il surveille toute cette zone-là. Et donc je ne peux pas m'approcher sous risque de me faire tirer dessus. Donc je vais faire quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas. Ok. J'active Termite. Et Termite va utiliser un drone. Je retire un de mes jetons drone. Je positionne ce drone sur une case adjacente à Termite. Donc c'est ici. Et je vais le déplacer de 5 cases. 1, 2, 3, 4. Je vais m'arrêter là. Et à partir de ce moment-là, je scanne la zone. D'accord? Donc je retire ce drone. Et comme j'ai scanné la zone et que Smoke s'y trouve, je vais pouvoir placer un petit jeton localisé sur Smoke. Donc maintenant, deuxième action de Termite qui ne bouge toujours pas. Je vais lancer une grenade fumigène. Donc il me reste 2 grenades fumigènes. J'en retire une. Et je vais prendre un des 2 gabarits. Soit le plus petit, soit le grand. Il faut que j'arrive à le positionner. Je vais prendre le grand. À portée de vue, je vois ici, sans problème, à moins que tu me contredises. Parce que tu dis que de là, je vois. Écoute, juste pour montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait les vérifs, je vais te dire que non. Ce n'est pas possible. Donc on retire ça, tu prends de centre à centre. Yes. Et est-ce que ça passe par... Yes. Donc j'ai la ligne de vue sans problème. Exactement. Donc là, théoriquement, comme tu perdrais 30 secondes. Exactement. Donc je vois cette case, et ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon gabarit de fumée. Il faut que l'une de ces 4 cases se trouve sur la case que j'ai lancée. Donc je vais le positionner par exemple comme ça. Et ça maintenant, ça cache la ligne de vue. Ah ouais. D'accord? Donc c'est-à-dire que Smoke là, il voit Kochi, comme il dirait Smoke. Je le connais personnellement. Smoke ne voit plus rien. Termite a fait ses 2 actions. Yes. Drone et j'ai lancé une grenade fumigène. Je vais donc activer maintenant Sledge. Donc je retourne son petit gabarit. Je vais activer Sledge et Sledge peut venir ici. Et là maintenant... Bah, tu ne me vois plus, donc tu ne me tires pas avec ton Overwatch. Mais toi non plus, tu me diras. Sauf si que je te vois, marqué. Tu es marqué, donc je peux te tirer dessus. Tu as combien? Tu as 1, 2, 3. On va peut-être vérifier. Moi, je compte 7, 8 là. Non, tu as 3 et c'est la meilleure portée pour Sledge. C'est la meilleure portée pour Sledge. Tu n'as pas de couvert parce que la fumée, ça n'est pas un couvert. Yes. Donc je ne retire pas le petit éclair. Yes. Je vais et donc en plus lancer. de ça, Smoke a déjà perdu 1 point de vie. Il lui reste que 4. Hein. Aïe. Ça sent mauvais pour Smoke. Pourquoi je dis aïe, je devrais dire ouais, super! C'est vrai. Donc je vais lancer 2 oranges et 2 rouges. On va voir ce que je vais faire. Première action de tir, donc. J'ai fait une action de mouvement, enfin j'ai fait un déplacement et je fais une action de tir. Ça fait 1, 2, 3, 4, 7. 5, 6, 7. Je vais vérifier, si pas mais... perdu. Je pense que là, là Smoke, ça il est smoké. Ça fait scrooch, hein. Ça fait poup ici. Et la fumée reste. La fumée reste jusqu'à la fin du round. Ma première action est terminée. Je vais continuer mon mouvement. Oh, je suis pas obligé. Hein, je peux traverser la fumée. Hein. Je vais faire 2, 3. Je vais me mettre ici. Et je vais désamorcer cette bombe. Avec une action. Ma deuxième action, je désamorce cette bombe. Et donc, je retourne simplement ce jeton. Je le mets face attaquant. Voilà. Et donc, je retire l'autre bombe. La bombe étant désamorcée, on passerait directement au tour supplémentaire à la fin de ce round. Mais comme on est déjà au 5, ça ne change rien. D'accord. Bon, concrètement, par contre, ici, tu es rentré dans une pièce qui a une caméra. Ça veut dire que toi aussi, arrosé, le petit Smoke est marqué. Oui, effectivement, mais je précise que c'est bien à toi de le dire. Si je te le dis pas et que tu oublies, bah tant pis, je suis pas marqué. Je te mets 2 marqueurs alors. On passe à mon activation. Je vais donc pouvoir ici choisir de 1 à 3 opérateurs. En l'occurrence, j'en ai plus que 2 en vie. Un qui est en surveillance justement dans les étages. Et sinon, ici, on voit qu'il y a le petit mute aussi. Et lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je suis caché par la fumée, même si pour le coup, là, t'étais pas en mode Overwatch. Donc d'ailleurs, je retire mon petit token ici. Et ma première action, c'est tout simplement de te tirer dessus aussi à travers la fumée, puisque tu es marqué par cette petite caméra. Ici, tu es à courte portée, puisque tu as moins de 3 cases. Ça va donc faire un dé jaune, un dé orange et 2 dés rouges. T'as combien de points de vie? 5. C'est pas beaucoup, ça. C'est parti.
Et ça fait 3 et 3, 6. Malheureusement pour Smoke... C'est pas Smoke, c'est Edge, c'est Sledge. Ah bah, comme quoi, à travers la fumée, je voyais rien. Et avec ma deuxième action, moi aussi, je vais tout simplement réamorcer la bombe. Tu ne touches pas au fil rouge. Ici, je pourrais, sur ma première phase d'activation, décider d'activer un deuxième opérateur. Il me reste que 2. Mais ce que je vais faire, c'est que comme derrière, tu vas toi avoir ta deuxième séquence d'activation, moi aussi, j'aurai la mienne derrière. Donc, je préfère au moins avoir un petit peu d'herbe sous le pied et donc faire en sorte que le petit pulse puisse venir. Donc, vas-y, c'est à toi. Et là, c'est vrai que c'est critique parce que tu viens de réamorcer. Si à la fin de ce tour 5, je n'arrive pas à désamorcer la bombe, tu as gagné. Si j'arrive à la désamorcer, il y aura un tour supplémentaire. Donc, j'ai une dernière chance avec mon dernier opérateur qui n'est pas activé, qui est Blitz. Et Blitz, heureusement, court à 5, donc il peut se déplacer de 10 cases. Donc, même s'il est loin, il a une chance de pouvoir faire quelque chose. Surtout que je vais arriver dans ton dos. Donc, je vais activer Blitz, je retire son jeton de surveillance. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive dans ton dos. Je préfère être à courte portée parce que j'ai pas une puissance de feu terrible. Et ouais, je te mets la pression. Bon, j'allais te tirer dessus, mais je suis complètement bête, parce que si je te tire dessus... il me faut une action pour pouvoir désamorcer. Or, je ne suis pas en portée de désamorcer. Yes. Donc, je ne vais pas... Ah, c'est stressant ton truc. Ouais, hein. Donc, je ne vais pas te tirer dessus, contrairement à ce que je voulais faire, parce que forcément, sinon j'ai perdu. Donc, je vais simplement courir. Je vais mettre ton côté. Hein. Ça me perturbe, mais je préfère ça sur ton côté. Je vais courir. Je vais faire... J'ai une course de 5. 1, 2, 3. Je vais me mettre le plus loin possible pour que... 4. Je vais mettre ici. Ça va Et ma deuxième action, je désamorce. Je retourne. Voilà. C'est terminé. Moi, je coupe le timer, là. Ensuite, deuxième séquence d'activation. Il me reste qu'un seul opérateur à activer, c'est Pulse qui est dans les étages. Je vais tout simplement le faire arriver par justement une case qui correspond avec ce logo-là. Une case d'accès. Une case d'accès. Et ça va me faire, hop, 1 de mouvement, 2, 3, 4 et 5. Déjà, j'ai fait l'intégralité de mon mouvement. Ensuite, il me reste 2 actions. Je pourrais même te mettre là, si tu voulais. Ouais, c'est ce que je vais faire. Merci Léo. Ce que je vais faire, je regrette d'avoir utilisé le timer de la bombe tout à l'heure. Merci. Ensuite, ma première action après mon mouvement est de courir. Ici, on voit que je cours de 5. Attention, chacun des opérateurs ne court pas à la même vitesse. Mute, par exemple, c'est un asthmatique. Dans son histoire. Ici, il va bouger que de 2. En l'occurrence, Pulse, il va donc pouvoir bouger de 5. Je vais donc faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, je vais pouvoir, hop là, ici, si je le souhaite, désamorcer la bombe. Oui. Et comme à la fin du 5e round, ici, la bombe ne sera finalement pas désactivée, ça s'arrêtera là, et les terroristes auront gagné. Mais les défenseurs, parce que bon, tu joues le rôle de terroriste, mais en fait, c'est quand même... Tu as raison. Tu es quand même un gentil. Tu as raison, bien sûr, voilà. On est sur un jeu. Ah, oui. Et donc là, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était à moi de te le dire. Là, il y a une caméra, donc tu es bien marqué. Je vais donc pouvoir quand même te tirer dessus, justement à travers la fumée. Donc je vais choisir de ne pas désamorcer la bombe, parce que de toute façon, il me restera un round pour le faire. À savoir le round supplémentaire à partir du moment où à la fin d'un tour, la bombe, elle, est désamorcée et te tirer dessus. Par contre, il faut accepter aussi que Blitz a un gros bouclier et il va donc avoir une protection légère. Donc de 2. C'est parti. Ici, on voit que Pulse est à courte portée. J'avais pas vu qu'il tirait si mal, sinon j'aurais désamorcé. Enfin, j'aurais réamorcé plutôt. C'est jaune, orange, orange. J'ai donc 3 dés dans la main. Et ça va faire 1, 2, 3, 4. T'en absorbes 2. Tu vas donc perdre 2 points de vie. Il t'en restera 3. Et ça veut dire qu'on va vivre ensemble un tour supplémentaire. On se retrouve les Wargamers à l'issue de cet échec. Blitz est encore en vie. J'ai rage quitte. T'as vu, on n'a même pas fait le dernier round. J'ai préféré arrêter ici. Donc, non mais c'est pas... Tout était possible. De toute façon, tu pouvais gagner si tu réactivais la bombe. Donc, on laisse un suspense sur la fin de cette partie. À vous d'imaginer ce qui s'est passé. Exactement. Je suis surpris, je trouve ça super cool. Comme tu l'as dit, l'installation, en tout cas, moi, ce genre de jeu me fait toujours peur. Je préfère les wargames parce qu'au moins, tu sais que tu prends du temps à installer ta belle table et ainsi de suite. Mais là, j'ai aimé parce qu'encore une fois, on est sur un jeu de plateau, mais qui utilise des décors en 3D. Et je trouve que justement, c'est un bon compromis pour pouvoir avoir l'illusion, tu vois ce que je veux dire, pour raconter une histoire en 3D. Et je trouve que ça dépasse ça. Figurine plus petit décor. Et on imagine en plus que si jamais vous faites un add-on ou dans le all-in, justement, les vrais décors à peindre, que même un figuriniste, en fait, va pouvoir s'y retrouver à ça. C'est un compromis, en fait, entre le board game et le wargame. C'est ça, et vraiment je trouve ça super cool, c'est ultra nerveux.
Tu peux jouer vite et faire des conneries, ou tu peux jouer lentement et faire des conneries pareilles. Mais t'es quand même bridé à 1 minute. Là, on n'a pas mis de timer. À un moment, je t'ai mis la pression, t'as vu, avec l'horloge. Oui, et je trouvais ça tout super de parce suite. qu'on Ah, faisait ouais. chaud. C'était super rigolo. Donc pour ça, c'est vraiment sympa. Mais déjà là, dans la boîte de base à 69 $, il y a 20 opérateurs, c'est-à-dire 10 de chaque. Donc potentiellement 2 Beaucoup compos de entières. combos, Exactement. beaucoup de combinaisons possibles. Exactement. Ouais. Vous vous inspirez, comme tu disais tout à l'heure, justement, du modèle d'Ubisoft qui, pour son jeu vidéo, sortait un add-on par an dans lequel on retrouvait 8 opérateurs. Donc déjà 4 justement pour l'attaquant et 4 pour les défenseurs. Ça fait 5 x 4, 20 par camp. Plus ici les 10, ça veut dire 30 opérateurs par camp. Il y aura au moins 60 opérateurs disponibles sur ce Kickstarter. Et donc concrètement, est-ce que tu peux rapidement nous décrire des changements de gameplay qu'on va avoir? Est-ce que tu peux jouer vraiment bourrin? Au contraire, est-ce que tu peux avoir plein de grenades? C'est ça la particularité, c'est que dans le jeu vidéo, ils ont voulu faire un gameplay unique à chaque opérateur. Donc tu as des opérateurs, tu verras de toute façon, le camp des défenseurs joue très différemment du camp des attaquants. Et quand tu as un défenseur qui a par exemple une capacité plutôt propre aux attaquants, par exemple, on le voit bien avec Pulse, qui peut lui détecter et localiser les battements de cœur d'un adversaire. Ça, c'est comme un drone, en fait. Or, les défenseurs, ils n'ont pas ça. Dans le jeu vidéo, il y a un assassin qui correspond à un style attaquant, alors qu'en fait, Exactement. les défenseurs, Il va y avoir, à chaque fois, ils vont avoir une capacité très forte, unique, spéciale, et un gameplay très très fort. Et donc, les possibilités de combinaison sont absolument énormes. Ça dépend. Est-ce que vous voulez des attaquants mobiles? Est-ce que vous voulez des attaquants qui détruisent les murs? Est-ce que vous voulez des attaquants qui repèrent les autres? Tout va dépendre, qui sont très résistants. On a Montagne, qui a un gros bouclier qui, cette fois-ci, lui donne une protection lourde, donc, en permanence. okay, ouais. Voilà. Donc, ça va dépendre de votre style de jeu, ce que vous avez envie de faire. Et le fait qu'il y ait tous ces opérateurs, ça va rendre les combinaisons absolument énormes, sachant qu'on combine ça aussi avec les différentes missions et les différentes maps qui seront proposées. En tout cas, je trouve ça très cinématographique. Tu vois ce que Oui, là, c'est ça. On est sur de la 2D, mais avec des décors et puis des figurines qui ont des poses qui sont dynamiques. Ça, j'aime bien, j'aime pas trop. Si tu vas... On dit toujours que tu sais, t'as des personnages qui sont des totems, donc qui en général sont plutôt classe, mais qui n'ont pas d'élan. Alors que là, justement, ça aussi entre les deux, et je trouve ça super cool. Et ça fait vraiment un jeu qui est cinématographique pour un jeu de plateau. Franchement, c'est super cool. On voit un assaut se dérouler sous ses yeux avec des scènes marquantes et d'héroïsme. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu faire. Et des morts à travers la fumée. Oui. Ne fumez pas. En tout cas, on rappelle que c'est un projet de Mythic Games qui sera disponible sur la plateforme Kickstarter, qui va courir du 22 juin au 2 juillet, donc une dizaine de jours. On est sur un produit qui d'entrée va coûter 69 $. Et combien pour le all-in? Alors le all-in gameplay environ 200 $, et pour le all-in total avec même les gadgets, les viseurs laser qui permettent de mesurer, les décors en plastique, ça sera 260 $ environ. En tout cas, merci à toi justement d'être venu avec un proto pour le faire tester. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus. À travers la fumée, on vous voit pas. À commenter et à partager la vidéo. Et nous, on vous dit à plus les wargamers.